Moi, la question qui m'a été posée, c'est en quelque sorte qu'est-ce que Free, comment s'y prend Free pour essayer de défaire le genre en éducation. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que veut dire notre sigle. Donc le sigle FEMME, réduction des risques et sexualité. Donc c'est femmes en tenant compte des rapports sociaux de sexe, de classe et de race. Ce sigle a été choisi en 99. Donc le mot race n'était pas encore un vilain mot et on continue à l'employer parce qu'on pense qu'il a des effets en termes d'inégalité justement et que ça reste important de l'employer. Après, ce qu'on veut dire et la démarche dans laquelle on s'inscrivait à l'époque, c'est qu'il y avait eu en 97 un colloque de la Direction Générale de la Santé à Paris qui s'appelait Femmes et infections à VIH en Europe, au cours de duquel les épidémios nous avaient démontré qu'il y avait une féminisation et une hétérosexualisation de l'épidémie à VIH. Donc il fallait faire quelque chose. Et c'est dans cette dynamique-là donc on a à 5 femmes au départ créé un programme d'action dans une démarche féministe. Après, réduction des risques, c'est un positionnement. C'est en fait considéré, c'est dans toutes les actions qu'on fait, que ce soit des ateliers avec n'importe quel type de public ou des sessions de formation avec des professionnels, on considère que tout le monde a des savoirs et que l'important, c'est de mutualiser. Alors qu'il y a des savoirs scientifiques qui sont plutôt valorisés, quoique encore il y a une hiérarchie, comme ça a été dit ce matin, parmi les savoirs scientifiques. Il y a des savoirs professionnels qui peuvent aussi parfois tenir du formatage. On parlait du formatage des assistantes sociales. Voilà, les pauvres, assistantes sociales, travailleurs sociaux, ce qu'on leur demande, ce que la société leur demande, finalement c'est quoi? C'est de remettre les gens dans les clous. Et c'est, voilà, mettre de l'ordre dans le désordre. Donc c'est pas, voilà. Et puis le savoir naît de l'expérience que tout le monde a, de par la vie qu'il a, la manière dont il a grandi depuis tout petit, jusqu'à l'âge adulte, les personnes qu'il a rencontrées, qui l'ont fait évoluer, etc. Et tout ça, ce sont des savoirs. Et notre job, c'est d'arriver à le faire se mutualiser en se respectant. Et la sexualité dont Frisson écrit sans S, c'est un choix. Parce qu'on considère qu'il y a différentes pratiques au sein d'une sexualité humaine et qu'une pratique est loin de faire identité pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se définir comme lesbiennes ou gays ou hétéros, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a pour qui c'est même pas un souci. Après, la spécificité qu'on a, c'est donc on parle santé, sexualité d'abord, et puis on est mieux à la santé sexuelle, mais je vais décliner ça. On parle de ce qu'on appelle un double risque, parce que dans le monde, mais peut-être plus particulièrement en France, il n'existe aucun lieu, à ma connaissance, mais je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui, de rencontres sexuelles ou amoureuses, publiques ou privées, hétéro ou homo, dans lesquelles il n'y a pas à minima de l'alcool. Ça n'existe pas. Les rencontres amoureuses sexuelles, il y a toujours au moins le premier apéro, je t'invite, machin, etc. Donc ça c'est le sigle, c'est pour vous situer un peu. On est une petite équipe et ça se voit, on intervient toujours à deux. Ma collègue Anne-Cécile Delinotte s'excuse, elle est au fond de son lit avec la grippe qui circule beaucoup en ce moment. Donc on a chacune 0,75%, ça fait 1,50, voilà, en termes de salariés. Après, on peut avoir des stagiaires, on est très entouré par un CA de 8 personnes ressources. Et puis on fonctionne, ce que les financeurs aiment bien, avec des intervenants spécialisés qui font des vacations sur des thématiques précises. On a un groupe de bénévoles qui s'appelle les Frissons et Friendly qui font des animations, mais ça je ne parlerai pas. Donc en gros, je vous ai mis, ça c'est une des diapos de notre rapport d'activité 2014. Donc vous pouvez voir à peu près donc sur Rhône-Alpes, même s'il y a Toulouse dedans, parce que c'est un peu une extension historique de Fris. Mais en gros, sur Rhône-Alpes, ça fait presque 1500 personnes de concernées par nos actions. À savoir, ils sont de 3 types, des formations, des ateliers et des animations. Les financeurs, voilà, ils sont en bas,
financeur. Alors là, pour répondre à la question, je vais essayer de m'appuyer sur les visuels que j'utilise moi dans les sessions de formation ou les journées de partage d'expérience, où on mêle beaucoup justement la manière dont se construisent les manières de réagir face à un bébé. Alors un bébé, déjà, la première question, c'est quand il naît, c'est est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon? Parce que la question c'est de comment on va l'appeler, comment on va l'élever. Et après, donc ça, c'est des choses qu'on utilise depuis 2003. C'est belge, c'est une brochure du CIPS de Liège qui s'appelle « Féminin masculin, ce n'est pas que de la grammaire ». Donc en fait, c'est des recherches, ils prennent un exemple aux États-Unis, mais ça a été fait de partout. On prend 2 groupes de parents, on leur montre la même photo d'un bébé. À un groupe de parents, on dit que c'est une petite fille. À un autre groupe, on dit que c'est un garçon. Et bien, les parents ne vont pas interpréter les pleurs de la même façon. La fille, on va dire qu'elle est triste et qu'elle a mal. Et le garçon, il est fâché, il est en colère, et puis il a faim. Vraiment, c'est pas du tout la même chose, alors que c'est la même photo. Voilà, donc ça permet de lancer un petit peu les débats sur qu'est-ce que ça nous fait dans la vie et qu'est-ce que ça nous fait en tant que professionnels d'accueillir des femmes et des hommes lorsqu'on est soi-même une femme ou un homme. Après, ça c'est le travail de Jiang Mi-Yong, parce qu'on fait un gros boulot de recherche documentaire, de veille documentaire. Ça date, elle travaille depuis 2005, c'est une Coréenne qui a fait sa thèse sur ce projet, The Pink and Blue Project, et elle a photographié, elle a commencé donc en 2005 à photographier parce qu'elle avait un petit garçon, a photographié son fils dans sa chambre, entouré de tous ses jouets, vêtements, etc. Et là, on voit très clairement la mondialisation. Elle l'a fait aux États-Unis, elle continue à le faire. Donc, elle a un site sur lequel on peut aller voir. Et c'est vraiment le monde du bleu et du rose. Pas celui de la manif pour tous, enfin, celui de l'économie libérale qui fait qu'un jouet ou qu'une brosse à dents pour femme va nous être vendu plus cher. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est des visuels dont je me sers. Et puis après ça, c'est absolument merveilleux. Sur la construction du genre, c'est donc Jocelyne Robert, ça date de 2004, c'est toujours en vente à Noël, il était toujours dans les bacs de la FNAC. Et ça explique aux enfants, vous savez, c'est les atlas qui poursuivent le travail qui est fait à l'école. Dans la famille, donc c'est ceux qu'on achète. Donc là, c'est pour expliquer les organes génitaux. Donc, ça serait trop simple si on ne tombait pas d'emblée dans les stéréotypes, c'est-à-dire que le pénis, c'est une fusée. Donc vous avez le chapeau de la fusée, l'ouverture de la fusée, c'est l'urètre, la base, le gland du pénis, et puis le scrotum avec les testicules. Voilà, c'est carrément la fusée. Donc on a d'emblée l'obligation à bander pour les garçons. Si tu bandes pas, t'es pas un vrai. Et pour les filles, c'est l'accueillante maison. C'est très mignon, quoi, parce qu'il y a les grandes portes, les grandes lèvres, les petites portes, les petites lèvres, la chambrette. Qu'est-ce que c'est la chambrette? C'est le vagin. Et puis le rideau, l'hymen. Attention, c'est le rideau. Il faut tirer le rideau pour rentrer. Et la corniche, donc l'ouverture de l'urètre au-dessus, et la clochette, le clitoris. Voilà, c'est pas merveilleux. Donc vous avez la petite maison destinée à la fusée. C'est joli, quoi. Comment d'emblée préconstruire une interprétation de ses propres organes et de la manière dont on va pouvoir en jouir et s'en servir dans une relation sexuelle. Alors nous, dans le cadre dans lequel on intervient, c'est donc on était santé, sexualité. Ça nous posait problème parce que, comme ça aussi été dit ce matin, et comme c'est souvent le cas, pour des professionnels, parler de la sexualité, c'est s'attaquer au privé. En France, ça relève du privé, comme dans beaucoup de pays. Donc on est tombé sur une définition de l'OMS que les sexologues avaient mis un certain nombre d'années, entre 1975 et 2002, pour construire,
qui parlait de santé sexuelle. Et donc on s'est dit, ça c'est merveilleux, maintenant on va parler de santé sexuelle, ça sera peut-être plus clair. Alors, les problèmes concrets listés par l'Organisation mondiale de la santé, c'est les grossesses non désirées, qu'elles soient précoces ou pas, là ils ne précisent pas. Ça veut dire qu'on prend le temps de parler de contraception et de droit à l'IVG, donc de politique publique en France et dans le monde, pour les comparer. Les IST, l'ensemble des IST, en disant que c'est peut-être que vous avez eu une info VIH au lycée, ou etc., mais peut-être ça serait bien que vous saviez que l'IST la plus répandue en France, c'est quoi? Je pose la question. Le nombre le plus important de personnes vivant avec une... Alors on dit VIH, 50 000 personnes qui s'ignorent. C'est l'hépatite B, hein, c'est entre 250 000 et 300 000. L'hépatite C, pareil. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et puis tout ce qui est coercition, alors coercition sexuelle, mais aussi coercition sociale. Et puis cette petite merveille que nous ont léguée les sexologues, les dysfonctions sexuelles. Moi, je trouve ça passionnant à discuter avec, en groupe, hein, alors qu'on a des formations, des ateliers. S'il y a des dysfonctions, ça veut dire qu'il y a une norme de bon fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? C'est une question, c'est la question de l'accès au désir, au plaisir, qu'est-ce qui est bien, et avec quoi on doit vivre pour s'exprimer épanoui. Parce que l'objectif final qui est visé, au bout, c'est quand même l'amélioration de la qualité de la vie et la satisfaction personnelle. Sauf que ça passe aussi par une médicalisation et voire une pathologisation de la vie sexuelle. C'est-à-dire que vous avez la question des normes de fonctionnement, et puis toute la question très politique de la santé. La santé, elle est gouvernée par des politiques de santé publique qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. L'accès à la contraception, par exemple aux États-Unis, quand on regarde les chiffres dans le monde, la contraception la plus utilisée d'après les chiffres de l'INED, c'est la ligature des trompes pour les femmes. Hein, au Canada, c'est pareil. Moi, comme ça, la première fois que j'ai vu ces trucs, je me disais, ah ben ça c'est en Inde. Non, ben non. Voilà. Donc, le poids des politiques publiques de santé, et puis le poids de tout ce qui est coercition, et que ces sexos ont décliné en droit. Un droit à une éducation sexuelle, on vient de voir qu'aux États-Unis, c'est pas respecté. Voilà, l'accès à des services médicaux spécialisés, etc. Après, c'est interprété dans les pays de manière différente. Au Canada, par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous travaillez dans une association avec des personnes en situation de handicap, qui ont des sections, qui ont des questions sur la sexualité, et que vous ne faites rien pour qu'ils obtiennent une réponse, ça va pas, vous faites pas votre boulot correctement. On n'en est pas là en France. Mais on a toutes ces choses-là que nous on reprend en termes de lutte contre les discriminations. La coercition, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans la société dans laquelle je vis. Donc par exemple, voilà, les modalités genrées de coercition. On a attendu pendant 30 ans les campagnes sur la contraception en France. Ça y est, on en a eu une première version, une deuxième version. On a effectivement une plaquette, c'est écrit à chacun sa contraception, c'est pas à chacune, alors qu'il n'y a que 2 hommes. Donc le jeune homme, c'est la représentation du jeune célibataire pas encore fixé, donc c'est préservatif, latex, la mienne étant latex, et le monsieur un peu plus âgé, qui est censé, comme vous diront la plupart des médecins, alors que c'est faux, il est censé avoir eu déjà des enfants pour pouvoir obtenir une vasectomie. Il a eu une contraception définitive, c'est-à-dire une ligature des canaux déférents. Je vous rappelle, parce que ça personne ne le sait, c'est pas enseigné en fac de médecine alors que c'est la loi depuis 2001. Les hommes et les femmes peuvent avoir une contraception définitive
à partir de l'âge de 18 ans. La seule restriction, c'est 4 mois de réflexion. À Lyon, par exemple, c'est intéressant aussi en termes de politique publique de s'apercevoir que c'est un hôpital privé qui fait qui a pris ce créneau-là et que les hôpitaux publics n'en font pas. Dans d'autres villes, c'est autrement. Après, sur la législation en Europe, bon, c'est assez vite vu et en plus, les couleurs ressortent absolument pas. Donc voilà, vous remarquerez que Malte, c'est carrément interdit. L'Irlande, elle a l'air bien comme ça, mais il a fallu qu'une femme meure suite au refus d'une intervention thérapeutique, d'un avortement thérapeutique, pour qu'il y ait une loi, mais il faut quand même que la femme passe devant 2 médecins. Enfin, c'est pas si simple que ça. Tout ce qui est en orange, ce qui apparaît en jaune ici, c'est quand même pas gagné du tout et je ne vous fais pas le tour du monde. Donc ça fait partie de la coercition. Qu'est-ce qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, à quoi j'ai accès pour vivre ma sexualité d'une manière épanouie. Après, sur l'avortement, si chez nous, oui, c'est vrai que c'est un droit. Il n'empêche que toutes celles qui ont avorté, elles doivent absolument culpabiliser. Donc du coup, y en a quand même qui ne culpabilisent pas et qui ont créé un blog qui s'appelle Les filles des 343, en hommage aux 343 femmes qui ont déclaré dans le Nouvel Obs il y a longtemps qu'elles avaient avorté. Donc voilà, ce blog existe et c'est super intéressant d'aller lire les témoignages parce que c'est pas si facile que ça. De pas culpabiliser. Après, le genre dans les campagnes de prévention, là, il est vraiment flagrant. Hein, il y a une espèce... Maintenant, la nouvelle bague de fiançailles en matière de prévention, alors je vous passe sur les looks, parce que ça, c'est des choses qu'on décortique en formation. Simplement, le message, c'est qu'avant d'arrêter le préservatif, on va d'abord faire le test du VIH. C'est-à-dire que ce test devient en quelque sorte une bague de fiançailles pour le couple, le signe d'un engagement. Qu'on soit blanc ou noir, mais bon, les messages ne sont pas les mêmes, hein, vous voyez quand même. Là, il y a quand même une sacrée différence en termes de messages. Et après, ce qu'on utilise donc en termes de visuel, c'est beaucoup des choses aussi qui font apparaître un mauvais genre. Donc une femme qui boit, une femme qui consomme des drogues, et finalement elle va ressembler à un homme parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Et le blog V pour victimes aussi, elles ont sorti ce petit questionnaire qui est très intéressant de faire en atelier parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont pas cocher les violeurs. Donc c'est intéressant d'en avoir une version vierge et de le faire passer comme ça en petits groupes et puis après on discute de pourquoi les gens, c'est un petit exercice qu'on fait. Après, ce genre d'affiches aussi, ce sont des affiches anglaises. Et celle de droite, c'est une affiche qui a été dénoncée. C'est contre les violences conjugales, je pense que vous aviez compris. Mais ce qui a été dénoncé, c'est qu'elle aurait pu être habillée. C'est pas le fait qu'elle ait un magnifique cocard. Hein. Voilà, après, ce qu'on utilise aussi, c'est bien évidemment les outils de lutte contre la stigmatisation des lesbiennes et des gays. Avec ce genre de petites choses, les Espagnols ont plein de choses à nous apprendre. Hein. Être différent, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être traité différemment. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste avec les professionnels. Et puis, alors après, si on revient aux politiques publiques de santé, le fait de fumer pour les femmes, ça a été vécu comme quelque chose, un petit peu un signe d'émancipation. Maintenant, il faut renoncer à fumer pour protéger notre capital de santé. Et là, moi, j'adore les cartes de Plonk et Replonk. Là, c'est Sainte Nicotine qui a sauvé son âme parce qu'elle a renoncé à la tabagie sur le bûcher. Et c'est à peu près, les campagnes grand public de prévention de l'INPES, c'est à peu près ce genre de message-là. Dire, vous serez sauvé, vous ne serez plus complètement obèse et vilain si vous mangez 5 fruits, 5 légumes par jour, personne ne comprend. Si c'est des fruits différents, le nombre, personne ne comprend. Voilà. Et puis, j'ai pas le temps, mais je voulais vous parler des outils qu'on utilise pour
pour faire parler, pour bousculer les stéréotypes. Alors juste par exemple, la pancarte là, ce sont des ateliers qu'on a fait avec les élèves d'Esmod Lyon, qui est une école internationale de mode. On a travaillé avec les élèves sur la prévention du cancer du sein en direction des lesbiennes et des personnes trans, parce que ils sont un peu les oubliés des campagnes de prévention, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, je pense. Voilà. Donc, elles ont fait des choses magnifiques. Elles nous ont créé 40 looks, mais voilà, c'était pour illustrer le fonctionnement des ateliers, c'est-à-dire que les ateliers, on ne va pas, par exemple, dans un centre d'éducation renforcée, on n'y va pas une fois. On y va, soit on y passe la journée, soit on y va entre 4 et 5 fois. Et la dernière séance, c'est les personnes avec qui on a travaillé, qui écrivent leur message de prévention à transmettre aux autres. Donc voilà, je vais laisser la place aux autres.